bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la revue de l'année 2021. Donc, on se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Donc, débutons avec le mois de janvier. Donc, janvier, on commence l'année 2021 avec plusieurs entrevues culturelles. Donc, on a eu Catherine Audrey-Lachapelle qui a interprété Virginie Francoeur dans District 31. On a eu aussi Hugo B. Lefort qui joue Florent Chevron dans Les Pays d'en haut. Et ensuite, Benoît Finlay qui est derrière la première série à Novo qui s'appelait Contre-Off. Ensuite, on se souvient également du début du couvre-feu. Donc, oui, évidemment, on a eu un couvre-feu en janvier. Ensuite, c'était également le retour des élèves en classe, donc en présentiel. Il y a eu aussi Rio Tinto qui a ajouté une nouvelle usine. Il y a le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, qui est le CREL, qui a fait son premier forum pour l'action climatique également le 22 janvier. Et rappelons également que le hockey était de retour le 13 janvier. Plus tôt aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait une annonce concernant les différentes mesures qui vont être prises dans les différentes écoles. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures-là? Bien, je dirais que de manière globale, il y a quelques éléments positifs enfin, surtout en ce qui concerne le soutien pédagogique aux élèves. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de devoirs à faire de la part du ministre pour qu'il ait sa note de passage, surtout côté sanitaire, côté mesures sanitaires. En fait, on se réjouit d'abord du côté pédagogique parce que nous, ça fait longtemps qu'on demande des mesures de soutien robustes pour les élèves, particulièrement qui ont des difficultés compte tenu de tous les défis, le rattrapage, le taux d'échec là, qui semble atteindre des niveaux jamais vus. Et on demandait donc un programme de tutorat et le ministre là, a répondu présent enfin. Donc, il est un peu tard parce qu'on est rendu au milieu de l'année, mais on ne voudra pas complètement notre quand même réjouissance de voir qu'enfin ça a été entendu et qu'on va avoir recours là, à des étudiants, notamment du niveau universitaire et à des enseignants à la retraite pour venir prêter main forte. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est que les mesures soient vraiment claires, incitatives, une bonne rémunération, de la flexibilité pour les étudiants qui accepteraient de venir faire ça. Donc, on a hâte de voir là, si les détails vont vraiment être au rendez-vous pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est très important. Puis, côté mesures sanitaires, bien là, on reste vraiment sur notre appétit. On est plutôt perplexe parce que, bon, enfin, le gouvernement reconnaît l'importance de la contamination par aérosol. Mais par ailleurs, il ne met pas vraiment en place de mesures correctrices. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si une classe a un taux de CO2 trop élevé, il va fermer la classe. On sait qu'on n'a pas trop de classes au Québec en ce moment. Et par ailleurs, il refuse les purificateurs d'air. Il mise sur la distance entre les élèves. Or, il n'y a pas de distance dans les classes entre les élèves. Et nous, on demande des demi-classes depuis un bon moment aussi. Ça a été rejeté. Donc, de ce côté-là, on reste très perplexe. On trouve que le gouvernement pouvait faire beaucoup plus de son côté pour assurer la sécurité sanitaire des élèves dans les écoles. OK. Puis aussi, on a appris qu'il n'y avait encore pas d'examen ministériel. Ça, qu'en pensez-vous? Bien, c'est pas l'idéal, c'est certain. Dans les circonstances, je pense que c'était devenu inévitable, malheureusement. Et je pense que c'est un peu un signe qu'on n'a pas mis en place justement les outils pour assurer le rattrapage des élèves, pour pallier à leurs difficultés, puis à bien les accompagner pédagogiquement. Donc, quand le ministre nous dit que l'automne a été une grande réussite, là, j'aimerais ça quand même qu'il ait un petit peu d'autocritique. C'est vrai qu'on n'a pas dû refermer là, des écoles au complet à chaque jour et ça, on en est tous très rassurés. La contamination, ceci dit, était moins grande que ce que l'on vit présentement. Donc, le vrai test, il va être au retour là, dans la semaine prochaine. Mais côté soutien pédagogique, force est d'admettre là, que c'était pas présent et c'est ce qui nous amène à devoir aujourd'hui vivre avec des décisions comme celle-là. Parfait, merci beaucoup. C'est sûr que nous, on demande là, au ministre de continuer à fouiller toute la question des mesures sanitaires. Notamment, on aimerait ça qu'il y ait du dépistage à l'école, qui puisse être fait avec des tests rapides, parce qu'on sait qu'environ 50 à 70% selon les études, des élèves sont asymptomatiques quand ils ont le virus. Donc, pour savoir face à quoi on est, ça serait important qu'il y ait un dépistage beaucoup plus adéquat dans les milieux scolaires. Donc, on demande au gouvernement de remplir sa part du contrat. Pourquoi tu as décidé justement de te présenter puis de devenir co-porte-parole en fait au Québec solidaire?
En fait, il faut préciser que c'est vraiment dans la circonscription de Berthier. Là, comment on fonctionne, c'est qu'au niveau national, on a nos co-porte-paroles, puis on a notre comité de coordination national, mais c'est la même chose au niveau des associations locales. On a nos comités de coordination locaux, puis on a une structure semblable à celui comité de coordination nationale. Donc, on a des porte-paroles, une coordination, un secrétariat. On a différents rôles comme ça, responsable de la mobilisation, responsable des communications, etc. Donc, pour ma part, je suis impliquée dans l'association de Berthier là, depuis au moins 3 ans. Puis, Louise Baudry, elle, était notre porte-parole depuis 12 ans. Donc, ça faisait longtemps que Louise s'impliquait dans l'association de Berthier. Elle est toujours là, d'ailleurs, en appui, puis dans notre comité de coordination, mais elle ne voulait pas se représenter au poste de porte-parole. Ne souhaite pas non plus être candidate aux prochaines élections. Elle a été quand même plusieurs fois, là, au moins 4 reprises. Donc, c'est beaucoup d'engagement, des grandes chaussures à chausser, mais j'ai décidé que c'était un poste qui pouvait être intéressant pour moi, parce que probablement j'étais la personne la plus extravertie du comité de coordination, donc il faut être à l'aise à parler avec les médias, à présenter les positions aussi de Québec solidaire sur différents enjeux. Donc, je voulais tenter ma chance. Je l'avais déjà fait aussi dans d'autres associations comme La Planète s'invite à l'Université de Sherbrooke ou Québec solidaire à l'Université de Sherbrooke. Quand j'étudiais là-bas, j'avais eu le poste de porte-parole dans ces 2 regroupements-là. Donc, ça me tentait de l'essayer. Puis, pour préciser, là, cela ne signifie pas une candidature de ma part là, aux prochaines élections en 2022. Le poste de porte-parole au sein de Québec solidaire est complètement détaché des candidatures. Les candidatures à Québec solidaire se décident par des investitures. Donc, c'est les membres qui décident qui va être leur candidat ou leur candidate pour les élections. Pour ma part, j'ai pas encore arrêté de réflexion à ce sujet-là. Puis, c'est ça, je suis très contente d'être la nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire. J'espère qu'il va y avoir un collègue masculin qui va me joindre bientôt. Présentement, le poste est vacant. Mais idéalement, partager la tâche puis travailler en équipe, c'est toujours plus agréable. Donc, j'ai très hâte de le faire. Parfait. Puis, c'est quoi le rôle d'un porte-parole comme tu vas faire? Essentiellement, là, c'est vraiment d'être un peu le visage de notre association quand on prend la parole dans des événements ou par rapport à des sujets, des enjeux locaux importants, discuter avec les médias, faire des discours s'il y a lieu, mais pour l'instant, entre les élections, c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour le moment. Mais si je peux donner un exemple, je suis venue quelques fois là, à CTRB d'ailleurs pour en parler. Nous, on s'est positionné sur le projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, aussi contre les coupes forestières qui sont vraiment mal menées dans la région de la Matawini. Donc, c'est de ces enjeux-là qu'on vient discuter pour vraiment montrer c'est quoi les positions de Québec solidaire dans notre circonscription de Berthier. Puis essayer de bien représenter notre association pour que les gens comprennent que notre parti politique est la meilleure option pour les prochaines élections. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parfait, merci. Puis au niveau des projets de Québec solidaire, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ben oui, évidemment, pour nous, la prochaine année 2021 là, va être très active. Disons que 2020 nous a un peu freinés dans nos actions politiques. Québec solidaire, c'est un parti de terrain, c'est un parti où, entre les élections, on disparaît pas dans la brume, là. On reste là, on reste actif, on a besoin de prendre position sur des enjeux. On va être collé sur l'actualité, puis rester à l'affût des préoccupations que les gens ont dans notre circonscription. Donc, ça a été difficile pour nous en 2020 d'être actifs de cette manière-là parce qu'on était confinés chez nous, mais il va falloir trouver des manières de rejoindre les gens peut-être différemment. Puis pour nous, évidemment, notre objectif, c'est d'être prêt pour les élections de 2022. C'est dans 2 ans, mais pour nous, c'est déjà rapide. Donc, on a besoin de se préparer à l'avance parce que c'est pas gagné d'avance pour nous dans Berthier. Mais on est confiant qu'on va être capable d'avoir
un premier ou une première députée solidaire dans la région de la Naudière pour les prochaines élections. Puis je crois qu'on va être capable de le faire dans Berthier pour toutes sortes de raisons, mais on va mettre toutes nos énergies à essayer de faire des campagnes électorales qui vont être gagnantes partout dans la Naudière. Puis pour ma part, je mettrai énormément d'énergie à essayer de préparer la circonscription de Berthier pour être fin prêt à ces élections de 2022. Donc, on va aller à la rencontre des gens de façon créative, mais on essaiera évidemment de mousser l'adhésion à nos idées, de propager nos propositions pour créer le Québec post-pandémie, finalement. Mm-hmm. Puis un Québec qui va être un pays libre, puis un pays aussi où on se préoccupe de l'environnement, de la nature. Donc, on a des gros projets pour 2021. Là, on va travailler fort, puis vous risquez de nous revoir au cours de la prochaine année. Parfait. Donc, merci beaucoup. Oui, donc la deuxième vague, évidemment, tout le gouvernement du Québec, peu importe le ministère, peu importe les députés déployés sur le territoire, on a appris donc de la première vague. Il y a presque 97,5% des emplois qui sont retrouvés. Évidemment, des emplois plus difficiles pour le moment du côté de la culture et du tourisme, deux secteurs d'activité qui ont été sévèrement impactés. La deuxième vague, on s'y est préparé aussi en injectant davantage d'argent pour les besoins de la population en ce qui a trait à la santé mentale. On a beaucoup entendu parler de besoins qui étaient criants, donc des sommes additionnelles par mon confrère, le ministre Carman, pour aider évidemment à ce soutien pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale en temps de COVID. Plus tôt aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait une annonce concernant les différentes mesures qui vont être prises dans les différentes écoles. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures-là? Bien, je dirais que de manière globale, il y a quelques éléments positifs enfin, surtout en ce qui concerne le soutien pédagogique aux élèves. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de devoirs à faire de la part du ministre pour qu'il ait sa note de passage, surtout côté sanitaire, côté mesures sanitaires. En fait, on se réjouit d'abord du côté pédagogique parce que nous, ça fait longtemps qu'on demande des mesures de soutien robustes pour les élèves, particulièrement qui ont des difficultés compte tenu de tous les défis, le rattrapage, le taux d'échec là, qui semble atteindre des niveaux jamais vus. Et on demandait donc un programme de tutorat et le ministre là, a répondu présent enfin. Donc, il est un peu tard parce qu'on est rendu au milieu de l'année, mais on ne boudera pas complètement notre quand même réjouissance de voir qu'enfin ça a été entendu et qu'on va avoir recours là, à des étudiants, notamment du niveau universitaire et à des enseignants à la retraite pour venir prêter main forte. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est que les mesures soient vraiment claires, incitatives, une bonne rémunération, de la flexibilité pour les étudiants qui accepteraient de venir faire ça. Donc, on a hâte de voir là, si les détails vont vraiment être au rendez-vous pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est très important. Puis, côté mesures sanitaires, bien là, on reste vraiment sur notre appétit. On est plutôt perplexe parce que, bon, enfin, le gouvernement reconnaît l'importance de la contamination par aérosol, mais par ailleurs, il ne met pas vraiment en place de mesures correctrices. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si une classe a un taux de CO2 trop élevé, il va fermer la classe. On sait qu'on n'a pas trop de classes au Québec en ce moment. Et par ailleurs, il refuse les purificateurs d'air. Il mise sur la distance entre les élèves. Or, il n'y a pas de distance dans les classes entre les élèves. Et nous, on demande des demi-classes depuis un bon moment aussi. Ça a été rejeté. Donc, de ce côté-là, on reste très perplexe. On trouve que le gouvernement pouvait faire beaucoup plus de son côté pour assurer la sécurité sanitaire des élèves dans les écoles. OK. Puis aussi, on a appris qu'il n'y avait encore pas d'examen ministériel. Ça, qu'en pensez-vous? Bien, c'est pas l'idéal, c'est certain. Dans les circonstances, je pense que c'était devenu inévitable, malheureusement. Et je pense que c'est un peu un signe que
on n'a pas mis en place justement les outils pour assurer le rattrapage des élèves, pour pallier à leurs difficultés, puis à bien les accompagner pédagogiquement. Donc, quand le ministre nous dit que l'automne a été une grande réussite, là, j'aimerais ça quand même qu'il ait un petit peu d'autocritique. C'est vrai qu'on n'a pas dû refermer là, des écoles au complet à chaque jour, et ça, on en est tous très rassurés. La contamination, ceci dit, était moins grande que ce que l'on vit présentement. Donc, le vrai test, il va être au retour là, dans la semaine prochaine. Mais côté soutien pédagogique, force est d'admettre là, que c'était pas présent, et c'est ce qui nous amène à devoir aujourd'hui vivre avec des décisions comme celle-là. Parfait, merci beaucoup. C'est sûr que nous, on demande là, au ministre de continuer à fouiller toute la question des mesures sanitaires. Notamment, on aimerait ça qu'il y ait du dépistage à l'école, qui puisse être fait avec des tests rapides, parce qu'on sait qu'environ 50 à 70%, selon les études, des élèves sont asymptomatiques quand ils ont le virus. Donc, pour savoir face à quoi on est, ça serait important qu'il y ait un dépistage beaucoup plus adéquat dans les milieux scolaires. Donc, on demande au gouvernement de remplir sa part du contrat. Oui, donc la deuxième vague, évidemment, tout le gouvernement du Québec, peu importe le ministère, peu importe les députés déployés sur le territoire, on a appris donc de la première vague. Il y a presque 97,5% des emplois qui sont retrouvés. Évidemment, des emplois plus difficiles pour le moment du côté de la culture et du tourisme, deux secteurs d'activité qui ont été sévèrement impactés. La deuxième vague, on s'y est préparé aussi en injectant davantage d'argent pour les besoins de la population en ce qui a trait à la santé mentale. On a beaucoup entendu parler de besoins qui étaient criants, donc des sommes additionnelles par mon confrère, le ministre Carman, pour aider évidemment à ce soutien pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale en temps de COVID. Pourquoi tu as décidé justement de te présenter et de devenir co-porte-parole en fait, pour Québec solidaire? Ben, en fait, il faut préciser que c'est vraiment dans la circonscription de Berthier. Là, comment on fonctionne, c'est qu'au niveau national, on a nos co-porte-paroles, puis on a notre comité de coordination national, mais c'est la même chose au niveau des associations locales. On a nos comités de coordination locaux, puis on a une structure semblable à celui comité de coordination nationale. Donc, on a des porte-paroles, une coordination, un secrétariat. On a différents rôles comme ça, responsable de la mobilisation, responsable des communications, etc. Donc, pour ma part, je suis impliquée dans l'association de Berthier là, depuis au moins 3 ans. Puis, Louise Baudry, elle, était notre porte-parole depuis 12 ans. Donc, ça faisait longtemps que Louise s'impliquait dans l'association de Berthier. Elle est toujours là, d'ailleurs, en appui, puis dans notre comité de coordination, mais elle ne voulait pas se représenter au poste de porte-parole. Ne souhaite pas non plus être candidate aux prochaines élections. Elle l'a été quand même plusieurs fois, là, au moins à 4 reprises. Donc, c'est beaucoup d'engagement, des grandes chaussures à chausser, mais j'ai décidé que c'était un poste qui pouvait être intéressant pour moi, parce que probablement j'étais la personne la plus extravertie du comité de coordination, donc pour être à l'aise à parler avec les médias, à présenter les positions aussi de Québec solidaire sur différents enjeux. Donc, je voulais tenter ma chance. Je l'avais déjà fait aussi dans d'autres associations comme La Planète s'invite à l'Université de Sherbrooke ou Québec solidaire à l'Université de Sherbrooke. Quand j'étudiais là-bas, j'avais eu le poste de porte-parole dans ces 2 regroupements-là. Donc, ça me tentait de l'essayer. Puis pour préciser, là, cela ne signifie pas une candidature de ma part là, aux prochaines élections en 2022. Le poste de porte-parole au sein de Québec solidaire est complètement détaché des candidatures. Les candidatures à Québec solidaire se décident par des investitures. Donc, c'est les membres qui décident de qui va être leur candidat ou leur candidate pour les élections. Pour ma part, j'ai pas encore arrêté de réflexion à ce sujet-là. Puis, c'est ça, je suis très contente d'être la nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire. J'espère qu'il va y avoir un collègue masculin qui va me joindre bientôt. Présentement, le poste est vacant. Mais idéalement, partager la tâche puis travailler en équipe, c'est toujours plus agréable. Donc, j'ai très hâte de le faire. Parfait. Puis c'est quoi le rôle d'un porte-parole?
comme tu vas Bien, le faire? essentiellement, là, c'est vraiment d'être un peu le visage de notre association quand on prend la parole dans des événements ou par rapport à des sujets, des enjeux locaux importants, discuter avec les médias, faire des discours s'il y a lieu, mais pour l'instant, entre les élections, c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour le moment. Mais si je peux donner un exemple, je suis venue quelques fois là, à CTRB d'ailleurs pour en parler. Nous, on s'est positionné sur le projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, aussi contre les coupes forestières qui sont vraiment mal menées dans la région de la Matawini. Donc, c'est de ces enjeux-là qu'on vient discuter pour vraiment montrer c'est quoi les positions de Québec solidaire dans notre circonscription de Berthier. Puis essayer de bien représenter notre association pour que les gens comprennent que notre parti politique est la meilleure option pour les prochaines élections. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parfait, merci. Puis au niveau des projets de Québec solidaire, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ben oui, évidemment, pour nous, la prochaine année 2021 là, va être très active. Disons que 2020 nous a un peu freinés dans nos actions politiques. Québec solidaire, c'est un parti de terrain, c'est un parti où, entre les élections, on disparaît pas dans la brume, là. On reste là, on reste actif, on a besoin de prendre position sur des enjeux. On va être collé sur l'actualité, puis rester à l'affût des préoccupations que les gens ont dans notre circonscription. Donc, ça a été difficile pour nous en 2020 d'être actifs de cette manière-là parce qu'on était confinés chez nous, mais il va falloir trouver des manières de rejoindre les gens peut-être différemment. Puis pour nous, évidemment, notre objectif, c'est d'être prêt pour les élections de 2022. C'est dans 2 ans, mais pour nous, c'est déjà rapide. Donc, on a besoin de se préparer à l'avance parce que c'est pas gagné d'avance pour nous dans Berthier, mais on est confiant qu'on va être capable d'avoir un premier ou une première députée solidaire dans la région de la Naudière pour les prochaines élections. Puis je crois qu'on va être capable de le faire dans Berthier pour toutes sortes de raisons, mais on va mettre toutes nos énergies à essayer de faire des campagnes électorales qui vont être gagnantes partout dans la Naudière. Puis pour ma part, je mettrai énormément d'énergie à essayer de préparer la circonscription de Berthier pour être fin prêt à ces élections de 2022. Donc, on va aller à la rencontre des gens de façon créative, mais on essaiera évidemment de mousser l'adhésion à nos idées, de propager nos propositions pour créer le Québec post-pandémie finalement. Mm-hmm. Puis un Québec qui va être un pays libre, puis un pays aussi où on se préoccupe de l'environnement, de la nature. Donc, on a des gros projets pour 2021. Là, on va travailler fort, puis vous risquez de nous revoir au cours de la prochaine année. Parfait. Donc, merci beaucoup.